Et salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Je suis actuellement au Japon et je voulais faire un petit tour d'horizon sur pas mal de choses, que ce soit des investissements ou certains concepts de la vie. C'est parti. Alors avant toute chose, donc comme je te disais, je suis au Japon sur l'île d'Okinawa. Berceau des arts martiaux, j'en ai pas fait. Voilà. En plus, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait énormément d'arts martiaux quand j'étais plus jeune. J'ai une belle ceinture noire avec plusieurs dames dessus, mais c'est plus mon truc. Donc j'ai pas fait d'arts martiaux, même si au début je me suis dit je vais faire ça. Au final, j'ai visité et tu vois, on a des spots qui sont plutôt pas mal. Et donc ce spot est tellement beau que je me suis dit je vais te faire une petite vidéo récapitulative, un peu un petit point bilan où on en est sur plein de choses. Avant de faire ce bilan, je voudrais te parler d'un concept qu'il y a ici, que je trouve très intéressant, puisque c'est quelque chose que je parlais un peu plus avant, que j'aimerais reparler maintenant. Ici, on est donc au Japon et les gens sont très simples, et notamment avec la voiture. Les voitures sont des toutes petites voitures. Je vais essayer de te mettre quelques images de ces petites voitures. C'est des toutes petites voitures. Et que tu sois riche, que tu sois pauvre, tout le monde a ce genre de petites caisses. Et ce qui est intéressant avec ces petites voitures, c'est que au final, ça coûte pas cher, donc c'est pas beaucoup de dépenses. Et l'utilisation de la voiture redevient une utilisation correcte. C'est-à-dire que l'utilisation de la voiture, c'est clairement pour aller d'un point A à un point B. Et non pas pour faire le kéké. Et non pas pour avoir une image sociale par rapport aux autres. Et non pas pour se faire un petit kiff de dopamine. Si tu veux te faire un kiff de dopamine, viens au Japon ou ailleurs, fais un voyage un peu cool. Ici, je vais te dire après combien ça coûte de voyager. Combien ça coûte un petit peu, puisque ça va être un peu le thème de cette vidéo. Donc ces Japonais, ils utilisent des petites bagnoles pas chères et ils s'en fichent, puisque de toute façon, ils se servent pas de ça pour faire genre qu'ils ont de l'argent ou genre qu'ils sont plus cool que ce qu'ils sont. Et donc ça nous renvoie à la question de la liberté financière. C'est très bien, mais combien il faut? Combien il faut pour atteindre la liberté financière? Et peut-être qu'au final, on n'a pas besoin de tant d'argent que ça. Et moi, j'en reste absolument persuadé. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent, puisque l'argent qu'on a souvent, c'est justement pour ce petit shoot de dopamine qu'on va plus avoir besoin quand on est financièrement indépendant et qu'on sait faire des choses un peu de manière intelligente, voyager pas cher, vivre de manière simple et pas non plus hyper cher. Faire des activités qui nous plaisent, être avec les gens qu'on aime. Et donc, pour faire tout ça, finalement, tu vas avoir une vie bien remplie, une vie bien cool, mais ça va rien te coûter. Ou ça va pas te coûter grand chose. Je te parle un petit peu de ce voyage. Ce voyage, finalement, combien il m'a coûté? Je suis parti une dizaine de jours. Alors, j'achète les billets avec les vols d'Alexis. Si tu connais pas les vols d'Alexis, je t'invite à t'inscrire. C'est 35 € par an et il t'envoie plein de billets incroyablement pas chers. Ici, pour le Japon, ça m'a coûté 490 € aller-retour. Ensuite, je suis sur l'île d'Okinawa, donc j'arrive direct sur l'île d'Okinawa. Et de là, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, c'est pas si cher que ça le Japon. Le Japon, on s'en sort en moyenne peut-être 20-25 € la nuit à l'hôtel. Et la bouffe, le resto, c'est 10 € le repas. Donc, j'ai calculé avec les activités. Là, je viens à l'instant de sortir de l'eau de mer où je suis allé nager avec des requins-baleines. C'était ouf, requin-baleine. On est allé voir des îles, on a fait des activités, beaucoup de parcs, beaucoup de choses hyper sympas. Le tout, 10 jours, ça m'a coûté 1000 balles. Là, j'arrive sur la fin, ça m'a coûté 1000 €. 1000 €, alors tu vas me dire, ouais, mais du coup, tu payes le loyer chez toi? Non, je paye pas le loyer. Enfin, oui, je paye le loyer, mais j'ai mis ma maison sur Home Exchange. En gros, c'est comme un espèce d'Airbnb, sauf qu'il n'y a pas d'argent. Tu gagnes des points, et ces points, tu pourras les utiliser quand tu veux pour dormir chez quelqu'un d'autre. Donc là, moi, typiquement, je recharge mon compte pour aller à Hawaï et pour être là pendant un certain temps, puisque Hawaï, c'est très cher normalement. Mais Home Exchange, le truc qui est très très sympa, c'est que ta maison vaut le prix de ta maison par rapport au mètre carré. Donc moi, ma maison, elle vaut aussi cher qu'une maison de Hawaï. Alors que si je louais à Hawaï, ce serait 4000 balles la semaine. C'est hyper cher à Hawaï. Peut-être j'exagère un peu, mais pas trop. Là, en fait, je prête ma maison à des gens. Là, en ce moment, ça me fait des points. Et ces points-là, je pourrais les utiliser quand j'irai à Hawaï. Donc, Hawaï, alors qu'on se dit, oh, c'est hyper cher à Hawaï, tu as des billets à 500-600 € pour aller à Hawaï, aller-retour. Et sur place, j'utiliserai mes points de Home Exchange. Donc, ça va rien me coûter en logement. Donc, finalement, si je veux vivre, voyager et tout, déjà, ça me coûte pas si cher que ça.
Ensuite, deuxièmement, bah, si je fais comme les Japonais avec leur petite voiture et que je me prends moi aussi une petite voiture, finalement, bah, c'est pas si cher que ça une petite voiture. Ça va me coûter peut-être 2-3 000 euros à l'achat. Et puis ensuite, soit je mets la voiture sur une fois de temps en temps en location entre particuliers, ça me rembourse les frais. Soit je fais même pas ça, je la garde et ça me coûte, allez, même 100 balles par mois, tu vois, incluant un petit peu tout, puisque c'est une vieille voiture, la décote elle est pas violente. Finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une maison de ouf avec plein de meubles et de mobilier incroyablement cher? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est un manque? Et peut-être justement encore cette histoire un peu de dopamine parce qu'on bosse, qu'on est frustré et qu'au final on a envie de se sentir bien. Mais ce confort, réellement, est-ce qu'on en a besoin? Moi je pense pas, tu vois, en vrai, je l'ai déjà dit, mais je vais arrêter d'en parler, mais je pense que je suis pas loin du 1 million d'euros. Mais je dors en auberge de jeunesse parce que c'est cool. Tu dors, bon ok, t'es à 3-4 dans la chambre, ça ronfle un peu, ouais, mais tu rencontres du monde, tu vis des trucs un peu sympas, tu vois, genre tranquille quoi. On n'a pas besoin d'un confort incroyable. Je t'avoue que parfois je prends de l'hôtel, mais c'est pas une obligation, tu vois. Donc le canapé hyper stylé à 2000 balles, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas avec ces 2000 euros que je parte un mois au Japon, même 10 jours au Japon pour faire le même budget, 10 jours au Japon et je sais pas, 10 jours au Guatemala. D'ailleurs là ce soir je prends un vol pour aller au Guatemala. Et pareil, ça me coûtera pas une fortune du tout. Ben moi je crois qu'il vaut mieux faire Japon et Guatemala qu'avoir un canapé très confortable que j'aurais acheté 2000 balles. Alors qu'un canapé que j'aurais trouvé sur le bon coin à 300 euros, il ferait aussi bien l'affaire. Voilà, c'est juste pour te remettre un peu dans cette idée de se dire finalement, est-ce que j'ai besoin de tant d'argent que ça pour être libre financièrement? Est-ce que j'ai vraiment besoin de 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois pour être libre financièrement? Ou est-ce que si je change ma vie, mon style de vie, est-ce que je peux pas faire peut-être que 1500 ou même 2000 euros par mois et je serais très heureux avec ça? Moi, c'est ce que je pense. Et donc forcément, quand tu fais ça, ben, la liberté financière, tu l'as beaucoup plus rapidement puisque tu as besoin que de 2000 euros par mois. C'est pas beaucoup 2000 euros par mois. Je te propose un petit point bilan. Un petit point bilan sur maintenant là où on en est, notamment sur les voitures, notamment sur la crypto, notamment sur l'immobilier. Je te fais mon petit point bilan, même si je vais de moins en moins te parler de mes expériences, puisque je vais avoir de moins en moins d'expérience. Je t'ai pas encore sorti la vidéo, mais je te sortirai une vidéo bientôt qui te dira qu'en gros, je vais arrêter pas mal de choses parce que, en fait, voilà, j'ai assez de sous et mon game s'arrête là. T'as vu, j'essaye de te faire des belles petites prises de vue. Point crypto. Alors, les cryptos, en ce moment où je te fais cette vidéo, on est quand même bien haut, bien fat. On est à quasiment 70 000 $ sur le Bitcoin. Donc, pour tous ceux qui ont fait comme moi, alors moi, j'ai pas vraiment donné de conseils d'investissement, mais je vous ai dit ce que je faisais. J'ai dit que j'investissais quand il était à 15 000. Donc, j'ai commencé à investir à 15 000 $ en janvier 2022, et puis petit à petit, janvier 2023, et puis petit à petit, j'ai fait du DCA. J'ai mis 46 000 $, et aujourd'hui, je suis à 110, 115, 120, un truc comme ça. Donc, j'approche des x3. C'était le plan d'origine, je voulais faire x3. J'ai pas du tout mis assez d'argent. Je voulais mettre 200 000 $. J'ai pas réussi parce que mon argent est investi à gauche à droite. J'ai mis que, on va arrondir à 50 000 $. Donc c'est beaucoup moins. Du coup, je me dis, est-ce que j'irai pas chercher plus de performance qu'un x3? Peut-être un x4, x5, histoire de rattraper un peu le coup. En tout cas, je commence à avoir ma stratégie de sortie. Alors je sais que c'est hyper tôt, mais on commence à en parler beaucoup partout. Tout le monde commence à se chauffer. Le Bitcoin commence à faire des trucs que moi j'aime pas trop, c'est-à-dire commence à faire plus 10, moins 10%. On va connaître du plus 20, moins 20% en une journée. Là, ça commence pour moi un peu à chauffer. Donc, je me dis, j'ai déjà fait pas mal de sous. Ce serait pas mal de commencer à récupérer un peu d'argent. Alors, ma stratégie étant la suivante. Je suis pas du tout un expert là-dedans, je te partage juste ce que j'ai un peu trouvé sur les différentes personnes qui ont l'air de s'y connaître beaucoup plus que moi, même si je suis pas persuadé que les gens s'y connaissent vraiment énormément, mais juste peut-être qu'ils ont eu un peu de chance sur le dernier bull run, donc ils sont autoproclamés très forts. Aujourd'hui, on a un Bitcoin qui grimpe énormément, et ça c'est parce qu'il y a des ETF qui ont été créés par des grosses banques, des gros groupes d'investissement, notamment BlackRock,
et d'autres. Et donc forcément, tout le monde maintenant du grand public peut investir dans le Bitcoin. Ce qui fait que le Bitcoin a explosé. Il est très performant, il grimpe énormément. Historiquement, ce qui s'est passé les autres fois, c'est que quand l'argent est haut dans le Bitcoin, il y a des gens qui commencent à prendre du profit, ceux qui sont là depuis longtemps. Je ne te parle pas des derniers investisseurs parce que eux, ils vont toujours se faire avoir. Parce qu'ils sont en mode FOMO, c'est-à-dire qu'à 15 000 $, quand moi j'en parlais, tout le monde disait « Oh, c'est nul ». Puis maintenant, on veut acheter du Bitcoin alors qu'il est à 70 000. Et c'est toujours la même chose, ça a toujours été comme ça sur les autres épisodes, et je pense que ça sera encore comme ça pas mal de temps. Donc, la bonne stratégie, ça va être ceux qui sont là depuis longtemps. Ce qui se passe en général, c'est que on achète du Bitcoin, puis le Bitcoin prend de l'argent, donc forcément, nous, notre portefeuille, il grossit, tu vois. Comme je te disais, moi, j'ai fait x3 pour le moment. Et puis, ou quasi. Et puis, ensuite, on se dirige vers, normalement, la deuxième partie qui va être l'Ethereum, l'ETH. L'ETH, là, on a un signal qui est intéressant, c'est qu'on est en train de créer aussi un ETF pour l'Ethereum qui pourrait arriver en avril. Donc, ça veut dire que pour le moment, les gens qui achètent de l'Ethereum peuvent se dire, bon, bah, après, ça va être dans le grand public, donc il va aussi y avoir une augmentation de un bon pump. Donc c'est peut-être intéressant et moi je suis en train de le faire, mais encore une fois c'est pas du tout un conseil d'investissement, je te partage juste ce que je suis en train de faire. Je suis en train de convertir mes bitcoins en ETH, en Ethereum, pour prévoir la montée une fois que l'ETF sera fait. Hier, ça a été la plus grosse journée de l'ETF. Bitcoin, il y a eu 12 500 bitcoins achetés, c'est 800 millions de $. Pourtant, quand tu regardes un peu la charte, quand tu regardes le graphe du Bitcoin, ça n'a pas non plus grimpé de fou. Donc pour moi, il commence à y avoir beaucoup d'argent dedans. Alors je sais qu'il y en a qui commencent à dire, ouais, on va aller jusqu'à 200 000, 250 000 $. Bizarrement, pendant des années, on disait, au prochain bull run, ça pourrait monter à 100 000 $. Et maintenant que tout le monde s'enflamme, on se dit, ah, ça peut aller à 200, 300. C'est justement là qui est le piège pour moi. C'est que du coup, il va y avoir des gens qui vont encore se dire, ouais, je vais rentrer à 150, tu vois, ou je vais rentrer à 100 000 $ et je vais ressortir à 200 000, je vais faire x2. Pour moi, ça commence à être un peu un marché débile. Donc, c'est que le début, c'est que le début, mais pour moi, ça commence à sentir de se dire, prends tes profits et tranquille. Donc, je vais convertir en ETH, prendre encore un petit peu de profit, mais je vais te parler de ma stratégie de sortie ensuite. Puis ensuite, normalement, on convertit, ça c'est ce qui s'est passé dans les autres fois, on convertit nos Ethereum un peu dans les altcoins qui sont performants, peut-être le top 20, tu vois, les 20 plus gros. Et puis ensuite, quand vraiment ça explose dans tous les sens et qu'on fait des cryptos à parfois même x3 en une journée, à ce moment-là, normalement, on descend vers qu'on peut appeler des shitcoins même, j'ai envie de dire, des altcoins vraiment très bas dans un classement. C'est-à-dire qu'il y a plus de 2 millions de crypto-monnaies. Donc laquelle va exploser, on ne sait pas trop. Plus on descend de ces niveaux et plus c'est dangereux. Plus le projet peut s'arrêter du jour au lendemain et ne jamais remonter. Autant le Bitcoin, tu vois, c'est possible que dans 10 ans, ça vaille beaucoup plus cher. Autant un truc que personne n'a entendu parler, dans 10 ans, c'est juste un projet d'une entreprise. Faut pas oublier ça. C'est juste un projet d'une entreprise. Donc, plus on descend, plus c'est risqué. Du coup, ma stratégie de sortie, c'est la suivante. Je vais effectivement faire ça, c'est-à-dire passer du Bitcoin à l'ETH sur les 20 top premières, et puis les 20 top premières à tout plein de merde. Là, j'ai déjà commencé à investir une bonne somme sur une série de cryptos qui est vraiment spécifiquement basée sur l'intelligence artificielle, parce que c'est à la mode, comme les NFT étaient à la mode avant. Il y a déjà une crypto, j'ai vu, elle a fait x 1080%. 1080% elle a fait. Non, je crois qu'elle a fait 100 000%. Non, 1000%, elle a fait x100 en tout cas. Elle a fait x100, donc 1000%. 10 000%, 10 000%. Bon, je sais pas, x100. Elle a fait x100, donc c'est fou. Bon, là, c'est trop tard pour investir, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore fait ça. Maintenant, c'est hyper risqué. Et ça, il faut en être conscient, c'est hyper risqué. Ma stratégie de sortie, c'est la suivante. À partir de maintenant, je vais commencer à sortir de l'argent. Tout le monde va me dire, c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Peut-être, mais je préfère sortir trop tôt, et je sais que j'ai fait x3, plutôt que de sortir encore plus haut pour chercher un x5 ou même un x10 peut-être, et puis finalement louper le coche parce qu'on ne sait jamais auquel moment ça va chuter, parce que ça chute très rapidement les cryptos, et puis de tout perdre, ou de pas du tout faire ce gain. Donc je commence à sortir, mais en DCA aussi. DCA, ça veut dire que toutes les semaines, je vais sortir un peu.
Au début, je vais sortir un tout petit peu, pas grand chose. Et plus je sens que ça va chauffer, plus je vais sortir fort toutes les semaines. Alors, au début, je pense que je vais être à 1000, 2000 euros par semaine que je sors. Et puis quand je vois que ça va chauffer fort, plutôt 5000, peut-être même 10 000 par semaine, on verra à ce moment-là. Mais voilà. Donc ça, c'est un peu le point crypto. Au niveau du point voiture, j'ai pas eu le temps d'acheter mes 10 bagnoles. Donc ça, c'est dommage. Je rentre en France en mai, puisqu'ensuite j'enchaîne encore un mois et demi de voyage. Je rentre en France en mai et je verrai à ce moment-là si j'ai le temps d'en acheter plusieurs. Je sais qu'il y a des gens qui ont investi à hier, Toulon et tout ça. Vous êtes contents, vous avez un concurrent pour le moment en moins. Mais j'arrive les gars, attention. Ça, c'était pour le point voiture. Pour le point immobilier, je continue à acheter du logement atypique. Donc là, j'ai mes 2 biens qui vont entrer, 2 nouveaux biens. Et je suis très content. Il y a un jeu que j'ai adoré quand j'étais enfant. Ça s'appelait Fallout. Et c'est un jeu de post-apocalyptique hyper stylé. Et notamment, il y a ces abris antinucléaires. Et pendant longtemps, je voulais faire un Airbnb abri antinucléaire. Mais tout le monde me disait, mais non mec, ça marchera pas, tout le monde s'en fout. Mais ils sortent le film Fallout maintenant. Alors ça me donne l'envie de quand même faire mon bunker nucléaire. Un bunker antinucléaire et de l'autre côté un Harry Potter like. Ce dimanche, il y a, en fait aujourd'hui, attends, on est quel jour? Non, demain, je te fais un webinaire formation gratuite sur la location de voiture entre particuliers. Alors je sais que je t'en parle souvent en ce moment, c'est pas forcément parce qu'il n'y a que ça qui est bon dans la vie, il y a plein d'autres trucs de bien, mais il y a des périodes où il faut se lancer et là c'est la période pour se lancer, c'est le début de saison. Le début de saison c'est intéressant de se lancer, fin de saison beaucoup moins. Donc je t'en parle beaucoup moins l'hiver, mais là maintenant, mars, avril, c'est le moment, donc je t'en parle et notamment je te fais une conférence gratuite sur le sujet. C'est demain à 20h, tu peux t'inscrire avec un lien sur la description. Heureusement pour moi, je serai en transit vers le Guatemala. Donc j'aurai moins de décalage horaire parce que la dernière fois, c'était à 4h du mat au Japon. Donc là, ça devrait être une heure européenne puisque je serai en transit. Mais je serai quand même peut-être un peu fatigué parce qu'il sera quand même 4h du mat pour moi. En tout cas, voilà, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à cette conférence en ligne. C'est gratuit, tu apprendras des trucs et puis peut-être que tu pourras commencer à appliquer ça pour ton année 2024 en faisant de la location de voiture entre particuliers. Au sujet des vannes, je suis désolé pour tous ceux qui sont dans le pass VIP, j'ai pas eu le temps de finir la formation de vannes et malheureusement je vais pas avoir le temps de finir avant le mois de mai quand je rentre en France. Mes excuses, vous avez déjà une première partie, voilà. Dès que ce sera prêt, on pourra lancer ça correctement. Je reviens et je finirai là-dessus sur le Japon. Je reviens sur le Japon donc et leur minimalisme, notamment au niveau de la voiture en tout cas. Je connais pas leur vie après perso, mais au moins au niveau de la voiture. Pose-toi la bonne question. Combien tu as besoin pour être financièrement indépendant? Mais essaye de te poser la question en mode pas ton style de vie que tu as aujourd'hui, pas le style de vie que tu as maintenant. Et combien il te faudrait réellement pour être financièrement indépendant, c'est-à-dire juste en kiffant la vie? En sachant qu'il y a des bons plans. Comme un voyage, finalement, dis-toi que 1000 euros, tu fais un voyage. Donc si tu veux voyager, si tu veux acheter une voiture qui roule et qui t'amène d'un point A à un point B, finalement, ça coûte combien? Ça coûte 3000 balles. Arrêtez de penser à du leasing qui coûterait 3000 balles par an. Ou arrêtez de penser à une voiture qui vaut 20 000. Finalement, on s'en fout, quoi, tu vois, de l'image même qu'on peut renvoyer. Moi, je préfère renvoyer l'image d'un mec qui a peut-être pas réussi tant que ça, alors qu'en fait personne n'en sait rien parce que j'ai une vieille bagnole, mais en réalité je kiffe ma life. Je voyage, je fais du sport, dès qu'il y a de la neige je peux aller faire du snow, s'il y a du vent je peux aller faire du kite, enfin tu vois, je peux voir mes amis, je peux faire ce que je veux dans la vie parce que j'ai pas besoin de grand chose. Et je finirai vraiment là-dessus puisque ça fait une vidéo de 20 minutes et c'est pas mal. Moi je connais des mecs, ils sont millionnaires, multimillionnaires, je connais même des mecs qui sont milliardaires. Ils ont une vie de merde. Parce qu'ils passent leur vie à bosser, parce qu'ils sont pas heureux, parce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir les bonnes choses avec leur famille, parce que tout ça en fait. Et c'est super nul. C'est super nul. Donc, pose-toi les bonnes questions, donne-toi des vrais objectifs, c'est-à-dire le montant maximum qu'il te faut, et tu verras que l'indépendance financière, ça peut arriver très vite. Avec seulement 3 voitures et un studio,
tu peux déjà te faire 1500 € par mois si tu appliques les bonnes méthodes. 1500 € de cash flow une fois que tu as tout payé, tout ce que tu as à payer. Je te laisse pour aujourd'hui. J'espère te revoir bientôt. Ce sera probablement dans un autre pays. Éclate-toi bien et à demain en live, en direct. En plus, je pourrais répondre à toutes tes questions.